Je crois qu'il a commencé très tôt à raconter cette histoire. Si tu vois le topo, dans lequel j'étais à 6 ans et demi, la scène d'ouverture, c'est le topo avec l'enfant que je joue. Et ils descendent de cheval et il lui dit aujourd'hui tu as 7 ans. Tu es un homme. Enterre ton premier jouet et le portrait de ta mère. Donc ils le font, l'enfant enterre ça, puis ils partent tous les deux et l'aventure continue. Longtemps on m'a dit oh cette scène ça a dû te traumatiser, le portrait de ta mère, l'ourson, ton jouet. Bon. Personnellement, je n'avais pas le souvenir que ça m'ait traumatisé. Puis les gens ne se rendent pas compte qu'un film s'est tourné un petit bout par là, un petit bout par là, on change la prise, etc. C'est pas une réalité. Mais quand même, c'était une fois que tu vois le film, tu le reçois comme une réalité. Et c'est vrai que j'aurais pu être marqué par ça. Mais une fois adulte, je me suis rendu compte qu'en fait, le personnage de l'enfant, c'est Alejandro. Et le topo, en tout cas dans cette scène-là, c'est Jaime. C'était déjà un souvenir de l'éducation de son père qui, alors qu'il était enfant, essayait d'en faire un homme au lieu de lui laisser vivre son enfance. Donc je pense que c'est un rapport qu'il a à cette histoire-là depuis toujours et que dans ce film, lui-même par son processus humain, intérieur, après avoir écrit le livre, il a eu envie de transformer la mémoire familiale et lui-même le souvenir qu'il avait de son père en lui à travers ce film. Parce que les archétypes que nous portons en nous, les êtres dans notre famille qui sont en nous, agissent en nous. Tu vois, comme des forces. C'est très jungien de dire ça, mais ce sont des forces qui agissent. Donc si tu as un personnage entièrement négatif, eh bien tu peux, par un travail, quand lui l'appelle psychomagie, si tu veux, mais qu'on peut faire par un travail d'analyse, via différentes techniques, mais tu peux travailler sur ta mémoire. Dans la mesure où chaque souvenir est faux. Tout souvenir est une fiction, parce que tu te souviens de ton père comme un grand gars, très fort, etc. Mais parce que c'est ton souvenir avec ton regard de prise de conscience de 5-6 ans. Tu vois? Il y a toujours un jour, quand tu grandis, tout à coup tu te dis, mais mon père, en fait, il est petit. Ah tiens, c'est marrant. Ouais, il a des cheveux blancs. Ah, c'est drôle. Il n'est pas si drôle que ça, en fait. Parfois, il peut dire des grosses conneries. Tu vois? C'est ce processus. Bon. Donc la mémoire, c'est une matière vivante, en fait, sur laquelle tu peux travailler. Les Tibétains parlent de la conscience, non pas comme quelque chose qui existerait, qui apparaît ou n'apparaît pas, mais plutôt comme un sens, comme un 6e, 7e sens. C'est quelque chose qui se développe. Donc le travail sur la mémoire est important dans la mesure où chaque archétype que tu as, chaque être familial, influe sur ta vie. Donc tu ne peux pas laisser un monstre à l'intérieur de toi. Jaime était un monstre jusque-là. Tu vois, incapable d'aimer, dur, totalement stupide. Bon, c'est pas possible d'avoir ça en toi. C'est une force agissante, obscure. Donc par un travail qu'il a fait dans ce film et que nous avons fait avec lui, la famille, nous avons transformé cet archétype, c'est-à-dire nous l'avons emmené vers une humanisation. Nous avons pris ce qu'il est et nous ne l'avons pas laissé tel quel. Nous l'avons transformé par la fiction du film en un être qui s'humanise, qui s'ouvre. Et à ce moment-là, pour nous, c'est une force qui a sa part d'ombre et sa part de lumière. Tu vois un cinéma, dans comment il est cadré, donc du point de vue, et la couleur, la post-synchronisation, etc., tu vois qu'il correspond à une époque. C'est-à-dire, tu ne le vois pas quand tu es contemporain de l'époque, que le cinéma que tu vois est un cinéma d'une époque donnée. Mais quand le temps passe, aujourd'hui on est capable d'identifier un film des années 80, dans son style, dans sa lumière, etc. Donc c'est vraiment une métaphore de ce que fait la mémoire. La mémoire se fixe sur un temps. Elle cadre d'une certaine façon. Elle ne met pas dans son cadre certaines choses, soit parce qu'on nous interdit de les mettre dans le cadre de notre mémoire, soit parce que c'est trop fort, soit parce qu'on n'en avait pas conscience. Tu vois, c'est toujours un point de vue. Donc ça agit de la même façon, le cinéma et la mémoire. Je suis acteur depuis un certain temps. J'ai fait beaucoup de théâtre, un peu de cinéma que je commence maintenant à faire un petit peu plus. Mais c'est toujours, pour moi, l'art de l'acteur, c'est toujours une aventure. D'ailleurs, quel que soit l'art, c'est une aventure dans laquelle tu t'investis. Tu mets ta livre de chair. C'est une métaphore que j'aime toujours utiliser. Parce que l'art doit être une sorte de véhicule, un outil de transformation, d'enrichissement, de l'appréhension de toi-même et de ta compréhension du monde. Tu vois, sinon, ce n'est qu'un exercice narcissique. Il n'a pas de réelle utilité. Quand le cinéma est un pur divertissement, c'est comme une parole sans importance qui rentre par une oreille et sort par l'autre. Tu vois un film, tu t'amuses pendant 2h30, puis après tu sors, et puis, une semaine après, tu l'as oublié en fait. Tu te rappelles que tu t'es amusé, mais tu l'as oublié. Les films importants de ta vie, le sacrifice de Tarkovsky par exemple, il y a certaines prises, certains plans, je ne les oublierai jamais. Parce qu'ils m'ont marqué non seulement sur le moment, émotionnellement, mais
ils ont ouvert quelque chose en moi. Tu vois. Donc d'aller faire ce travail, évidemment l'implication était plus grande que quand j'ai joué une pièce de Feydeau, par exemple, dans laquelle j'avais aussi ma livre de chair. La frustration sexuelle de tous ces personnages est vraiment intéressant à explorer, mais là dans le film c'était encore évidemment plus proche. En même temps, un film, c'est un artisanat très précis, coûteux. Tu fabriques quelque chose. Donc entre moteur, action et coupé, je n'étais pas du tout dans ma problématique personnelle, de mon investissement, jouer mon grand-père, qu'est-ce que ça me fait, etc. Non, non, j'étais en train de jouer le personnage du scénario, la situation dans ce moment-là, et de l'inscrire dans le parcours du personnage, le travail que fait n'importe quel acteur. Tu vois, c'est un artisanat, donc tu es précis. Le temps, la montre passe. Il y a des gens qui travaillent, il y a la lumière qui vient, le soleil qui se couche. Il y a un texte à savoir, il y a à comprendre la scène et à prendre les indications du réalisateur. Et dans le cas d'Alexandro, c'est un réalisateur extrêmement précis, il sait vraiment ce qu'il veut. Et comme il sait extrêmement bien ce qu'il veut par-dessus tout la spontanéité. Donc il te donne un cadre très précis, il demande parfois de certains mouvements, mais ce cadre est toujours un corset qui te mène vers ta liberté d'acteur. Et comme on se connaît très bien tous les deux, ça fait c'est notre 7e collaboration artistique en 40 ans, j'ai une confiance absolue en lui. C'est vraiment un réalisateur absolument génial avec qui travailler. Et s'il m'a confié de porter le film, je crois qu'il a confiance en moi aussi en tant qu'acteur. Et donc on s'est entendu très bien. Ça a été très intense parce que les enjeux étaient très forts pour lui et pour moi. Mais voilà, si une aventure artistique n'est pas intense, à quoi bon quoi. On est parti avec $1 million qu'a donné Michel Seydoux. Michel Seydoux qui est un producteur, qui n'est pas un financier. Donc c'est un être rare dans le cinéma maintenant. Et il a quand même fait confiance à Alexandro. Parce qu'Alexandro lui a dit, mais je ne te montrerai ni le scénario, ni les rushs. Il n'y aura pas de producteur de chez Pathé exécutif pour venir surveiller ce qu'on fait. Et il y a Moïse Cosillo, qui est quelqu'un qui a un musée au Mexique, qui a entendu parler du projet, qui a dit, mais moi je veux participer, donc je veux aider. Donc il a donné $500 000. Mon père a mis toutes ses économies. Javier Guerrero, qui est le producteur exécutif, qui a organisé tout ça, a aussi mis un peu d'argent. Et puis on est parti tourner le film. Une fois qu'on est rentré avec le matériel, ce qu'on avait tourné, Michel Seydoux a dit bon, j'allonge un peu pour la post-production, mais c'est un film de $4 millions, donc je crois que ça peine le catering de Batman, des vedettes de Batman peut-être. Je ne suis même pas sûr que ce soit le catering complet, tu vois. Donc c'est un enjeu pour lui très fort. Évidemment, ne pas avoir fait de cinéma depuis 20 ans, avoir quand même essayé pendant ce temps-là, mais les choses ne se sont pas produites parce que peut-être que ce n'était pas le moment, et en même temps parce qu'il cherchait d'une manière plus conventionnelle. Alors que le film, à un moment donné, moi j'ai tourné un film au Mexique qui s'appelle Tao. Je lui ai amené des images, on a tourné ce film en 3 semaines dans le désert. L'équipe technique c'était 13 personnes, on avait une très bonne caméra numérique, j'ai ramené les images et je lui ai dit regarde avec le numérique maintenant, tu vois, c'est beaucoup moins cher, il y a beaucoup de possibilités, tu peux monter en même temps que je veux dire, c'est fantastique. Lui, il déclarait qu'il voulait faire un film pour perdre de l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire en ne se plaçant pas du tout dans une perspective commerciale, de faire un film pour faire du business, pour gagner de l'argent. Beaucoup de cinéma maintenant, est souvent, pas toujours, mais souvent fait dans l'objectif de gagner de l'argent. Donc lui, il voulait se débarrasser de ça, donc il a dit, moi je fais un film pour perdre de l'argent. Tu vois ? Et donc à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, pour la diffusion, si jamais le film, personne ne veut le diffuser, qu'un festival veut l'inviter, comme vous faites, on mettra sur Internet et le film existera. Il n'y a plus des obstacles à la créativité qu'il y avait avant, qui étaient des obstacles économiques. Mais pendant tout ce temps, lui, il n'a pas cessé de travailler. Il a regardé 2 films par jour, 2 films par jour, 2-3 films par jour. Et il s'est préparé pour ce moment, jusqu'à ce que le moment arrive, sans être en train de absolument lutter pour le faire. Et c'est en partie grâce au film de Franck Pavich, Jodorowsky's Dune, parce qu'il a fait que Michel Seydoux et mon père se rencontrent à nouveau. Ça ne s'était pas parlé depuis 20 ans. Donc ils se sont retrouvés, ils se sont rendus compte qu'aucun des deux n'était amer avec l'autre à cause de l'échec de Dune, qui n'était ni de la faute ni de l'un ni de l'autre. Il y a Javier Guerrero, ce producteur exécutif qui est arrivé de nulle part, du Chili, en frappant à la porte, en disant « Monsieur Jodorowsky, vous devez faire un film, je viens de voir tous vos films remasterisés, Montagne Sacrée, El Topo, Santa Sangre, il faut faire un film, je vais vous aider ».
Et puis moi qui rentrais du Mexique en lui montrant ce qu'on pouvait faire avec des techniques d'aujourd'hui. Et voilà, c'est une espèce de conjonction qui a fait que le moment est apparu. Donc pour lui, c'était un enjeu en tant qu'artiste, en tant que cinéaste. Est-ce que je peux faire du cinéma à nouveau En tant qu'artiste aussi, en se disant, mais je ne vais pas faire ce que j'ai fait avant. Je vais faire ce que je suis maintenant, parce que c'est le même individu qui a fait Topo, la Montagne Sacrée, Santa Sangre et la danse de la réalité, mais ce n'est plus le même homme. Il y a tout un parcours intérieur qu'il a continué à faire dans sa vie, ce qui fait que voilà, tu verras que le film, les autres films c'est un peu plus mental. Topo, la Montagne Sacrée, c'est un film émotionnel, la danse de la réalité. Il te touche avant de vouloir te briser tes limites mentales. Et dans le Topo, il voulait briser les limites mentales des gens, et dans la Montagne Sacrée aussi. Dans Santa Sangre, c'est un peu différent. Il voulait faire comprendre comment l'influence de l'arbre généalogique. Mais là, tu vois, dans Santa Sangre, il y a aussi le père déjà. Le personnage d'Orgo, c'est très fort. Mais celui-ci s'est mis sur un plan émotionnel. Donc c'est un film qui te touche, tu vois. Il y a une autre forme d'humanité. Ce n'est plus le cinéma d'un homme désespéré, angoissé. Donc c'est un enjeu très grand artistiquement. Humainement, on a été tourné dans la ville où il a grandi, où les événements se sont passés. Dans la maison même où ça s'est passé, c'était le magasin qu'on voit, c'est le magasin réellement. La maison a brûlé il y a 3 ans, jusqu'à il y a 3 ans elle était là, et on a reconstruit telle qu'elle pour le tournage, donc avec un acteur pour jouer ce personnage qui dans sa vie l'avait tellement marqué et pour lequel il avait tellement de ressentiment, un acteur qui était son fils, qu'il aime. Donc sur lequel il ne pouvait pas projeter son ressentiment, sa rage, sa haine. Tu vois, et que donc dans le choix de l'acteur, au-delà de mes qualités d'acteur, essentiellement c'est pour ça qu'il m'a confié le film aussi, mais c'est aussi parce que je pense que dans son processus, et il ne pouvait pas me haïr, tu vois. Il pouvait haïr le personnage, mais pas l'acteur. Et donc du coup, voilà, cette espèce de tour très étrange psychologiquement, où par le descendant, on arrive à l'ascendant, tu vois, à nettoyer la source. Quoi. Voilà. Là, je me suis un peu perdu sur en quoi c'était pour lui, mais c'était un enjeu obligatoirement très fort. Tu travailles sur ton histoire. Et lui, il ne voulait pas faire un film nostalgique, etc. On compare tout le temps parce que les gens ont besoin de comparer pour comprendre. Tu sais, les gens préfèrent reconnaître que connaître. Donc on a toujours besoin de comparer. Ah, Fellini à Marcord. Mais regarde à Marcord, parce qu'on en a un souvenir, mais regarde à Marcord et la danse de la réalité, ça n'a rien à voir. Marcord, c'est nostalgique, c'est léger, c'est évanescent, c'est poétique, c'est très beau. La danse de la réalité, c'est un film d'action, en quelque sorte.